L'échiquier international, soyez les bienvenus. Raza, 67e jour de bombardement. 11 personnes tuées rien qu'à Rafah et Nusayrat. Khan Younes n'est pas en reste. Les services hospitaliers de la localité sont débordés avec leur lot de blessés, surtout des décès en nombre. À Jabaïlia, les déplacés fuient les bombes, des femmes et des enfants séparés de leurs proches. L'OMS appelle à une aide humanitaire urgente. Le bilan général fait état de 18 000 Palestiniens décédés et 49 000 blessés, au moins lors d'attaques aériennes et terrestres incessantes contre l'enclave depuis le 7 octobre. Mais ce soir, on a décidé de traiter le sujet par le prisme des professionnels de la presse. Il est vrai que cette presse a un devoir un peu difficile au milieu d'une situation dramatique, voire chaotique. En presque 2 mois de conflit, 80 journalistes ont trouvé la mort, visés délibérément, assurément, dans certains cas. Mais la question qui s'impose est surtout que le métier de journaliste est une sorte de trou noir lorsqu'il s'agit d'informer à propos de la barbarie à Raza. Justement, on va en parler avec un spécialiste et un professeur en sciences politiques. Il est palestinien et les discussions, on entame tout de suite. Deux mois de bombardement incessant, les civils palestiniens payent le lourd tribut, même si la résistance palestinienne, peut-être qu'on ne le dit pas assez, fait montre d'une persévérance et d'une organisation qui déjoue tous les pronostics. En tout cas, l'information concernant la situation est compliquée, pour ne pas dire mortelle, et ce pour plusieurs raisons. Pour en parler, j'accueille avec plaisir Amjad Chihab, professeur en sciences politiques à l'université d'Al-Quds. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, merci pour l'invitation. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Alors, première question, Amjad. Tout d'abord, comment est la situation sur place? Sur place, il y a une offensive terrestre avec un bombardement intensif, surtout sur plusieurs fronts, et les endroits les plus sensibles, Jabalia, Shajaïe ou Khan Younes. Et ces 3 endroits, et c'est le fief de Hamas en général. Surtout la majorité de leaders politiques et militaires sont originaires de ces 3 endroits importants pour les symboles que l'armée d'occupation essaye de la raser ou essaye d'arracher une victoire. Surtout que le temps ne joue plus en faveur de la force d'occupation en raison de la grande perte dans le soldat, surtout dans les responsables militaires, et aussi dans l'opinion publique, surtout que la question de prisonniers aussi fait une grande pression sur le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahu. Et c'est pour cela. Et les résultats sur le terrain sont confus parce qu'il n'y a pas assez de journalistes. Surtout, il y a un véritable danger pour le journaliste de s'approcher de ces endroits pour donner exactement les résultats de ce qui se passe sur le terrain. Mais on arrive à comprendre par les vidéos filmées par la résistance palestinienne que l'armée d'occupation paye un prix très cher devant une résistance solide qui défie l'avancée terrestre de l'armée d'occupation. Est-ce que on n'entend pas beaucoup de choses par rapport à la résistance palestinienne? Selon vous, bon, c'est vrai qu'on a beaucoup d'images qui nous parviennent par le réseau Internet. Alors, comment est la résistance palestinienne? Je l'ai dit dès l'entame, elle fait montre d'une résistance et d'une persévérance à déjouer tous les pronostics. Est-ce qu'elle est vraiment en place et est-ce qu'elle fait montre d'une force qui déjoue complètement les plans des sionistes? Non, tout à fait. L'armée d'occupation sioniste n'arrive pas d'avancer. On a remarqué aujourd'hui, par exemple, ils se sont retirés les chars dans l'endroit qui est proche de Hawara
et qui n'est pas très loin de la ville de Khan Younes. Et quand il y a un retrait, et on comprend tout de suite, il y a une résistance acharnée contre cette avancée. Aussi, il y a des endroits comme Jabalia, et qui est considéré comme un fief important, et que l'offensive terrestre a commencé depuis un moment dans le nord de bande de Gaza. Aussi, ces combats aussi entre la résistance et l'arme d'incubation montrent que la résistance palestinienne elle est encore fort et solide et capable aussi de mener des combats à long terme. Surtout, ils n'ont pas réussi à détruire, comme ils ont raconté avec des grands slogans, détruire le tunnel, aussi la capacité de lancer des roquettes contre les villes, surtout Tel Aviv. Aussi, ça montre que la résistance, elle a encore les moyens et la capacité de riposter, même après 66 jours de la guerre contre la bande de Gaza. Hier, allez-y. Ils ont la capacité de défier encore, malgré à peu près 45 000 tonnes des bombes tombées sur la bande de Gaza. On parle d'une superficie de 350 km², mais si on le compare par rapport à d'autres endroits, c'est l'équivalent de toutes les bombes qui ont tombé sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, que l'Ukraine dépasse la superficie de 700 000 km². On parle si on compare la bande de Gaza et avec la superficie d'Ukraine, on parle des milliers de plus de superficie par rapport à la bande de Gaza. Et tout le monde pose la question que toutes ces bombes et tous ces bombardements, est-ce que ça, c'est tout cela juste pour faire la guerre contre un mouvement de résistance ou pour faire la guerre contre un peuple, pour liquider sa cause? Surtout, ils ont détruit toute l'infrastructure civile, ils ont détruit les services publics, surtout les hôpitaux, les écoles, les universités, tout ce qui donne un signe de vie et que la population en cas qu'ils reviennent à ces endroits qui étaient bombardés dans les 66 jours. Et on ne peut pas imaginer la taille de la destruction ou c'est les dégâts énormes qui étaient causés. Et je pense que c'est dans un objectif de débarrasser d'un nettoyage ethnique pour la population et que c'était un prétexte juste pour débarrasser de la cause palestinienne ou débarrasser de problème de la bande de Gaza et qui baise un problème depuis des décennies par rapport à l'occupation, que ce soit après 67, que ce soit la résistance, que ce soit à cause du déclenchement de la première intifada ou deuxième intifada, et aussi durant les 20 ans derniers, et les lancements, aussi la résistance contre l'occupation, une façon de défendre les lieux saints. Et on parle que cette guerre a été lancée en raison de ce qui se passe sur l'esplanade de la mosquée, des agressions des extrémistes colons. C'était la raison pour laquelle l'opération de 7 octobre a été organisée. Hier, on a appris que les Américains avaient validé l'approbation d'une vente de 14 000 obus au char Markava sioniste. C'est une approbation qui a été validée par Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. Cela veut dire que la guerre risque encore de durer. Est-ce que, des images qui nous parviennent font état d'un carnage, bien entendu, mais est-ce que les Palestiniens ont encore des ressources pour résister? Vous me direz, ils n'ont pas le choix, mais est-ce que cette nouvelle pourrait encore donner plus de résistance, plus de fièvre, plus d'encouragement, malgré tout, aux membres du Hamas sur le terrain? Oui, il y a une détermination côté palestinien de lutter jusqu'à la fin. Et la question de se rendre n'est pas sur la table. Et ils sont fiers de résister jusqu'à maintenant et ils vont continuer de résister jusqu'à la fin. Et ils n'ont pas d'autre alternative.
Ils pensent qu'ils peuvent faire reculer l'armée de l'occupation. Ils pensent aussi que le temps joue en faveur de la résistance palestinienne. Ils pensent que les pressions, surtout internes, contre le gouvernement d'extrême droite, surtout quand il reçoit chaque jour un nombre de blessés et de morts côté de l'armée d'occupation, c'est des signes qu'Israël, comme une force d'occupation, ne peut pas supporter une guerre à long terme. Je pense que la résistance palestinienne pourra tenir plus de temps que tout le monde croit. Surtout, il se base sur la capacité sur les terrains, qu'après 66 jours, l'armée d'occupation n'a pas réussi à occuper même pas 15% de la superficie de la bande de Gaza. Et toute l'avancée qu'ils ont fait, ils reculent après avoir affronté la résistance palestinienne. On a remarqué à plusieurs endroits qu'ils ne peuvent pas rester à un même endroit quand ils reçoivent des attaques qui viennent de tunnels. Et même ils disent qu'ils sont en train de lutter contre des fantômes. Alors, en théorie, il y a de là où nous sommes, hein, que ce soit en Algérie ou ailleurs, hein, c'est-à-dire au niveau international, la presse, on le sait, en théorie, est le quatrième pouvoir, et ce quatrième pouvoir vient de perdre au sein de ce conflit 80 membres de sa corporation. En effet, 80 journalistes ont été tués durant ces bombardements sur Gaza. Vous qui êtes sur place et vous êtes aussi spécialiste des relations internationales, pourquoi il est difficile pour un homme de presse, selon vous, de travailler sur le conflit palestinien ou sur le génocide palestinien en l'occurrence? Parce que tout le monde est visé à bande de Gaza. Il n'y a pas d'endroit protégé. Et quand ils ont juste une information qu'il y a un militant de mouvement de Hamas au djihad islamique, même s'il y a 100 personnes à côté, ils bombardent. Et il ne réfléchit pas deux fois à bombarder. Il bombarde aussi de droite à gauche, même pas des bombardements ciblés, comme ils racontent, ou comme ils ont des slogans de mensonges, qu'ils disent on avertit avant de frapper, ils frappent tout le monde. Et il y a des massacres, des familles entières qui disparaissent du registre civil. Et quand ils bombardent, ils ont aussi des bombes à une capacité de destruction impressionnante reçue par les Américains. Et c'est pour ça que les journalistes, ils ont aucune protection, surtout que l'armée d'occupation ne respecte pas les règles définies par le droit de la guerre terrestre, et surtout de protéger les civils, de protéger la presse, de protéger les médecins, les hôpitaux. On parle à peu près de 300 médecins, infirmiers, des gens qui travaillent dans l'ambulance, ont été tués par l'armée d'occupation, par les bombardements aussi, par les terreurs d'élite de l'armée d'occupation. On parle aussi de 130 fonctionnaires de la société internationale UNRWA étaient tués par l'armée d'occupation jusqu'à maintenant. Et ça donne des signes que personne est protégé, que cette armée n'a pas des lignes rouges. Et il ne réfléchit pas avant de frapper. Et si on parle des hôpitaux, ils ont sur 35 hôpitaux, ils ont détruit à peu près 25 hôpitaux. Et la situation humanitaire est insupportable. Et la situation de santé aussi sanitaire est très, très grave. Alors, Amjad Chihab, on entend beaucoup de choses hein, sur les raisons de cette guerre. On parle d'une poche de gaz
au large de la mer de Gaza. On dit que c'est une manière aussi pour Netanyahou d'échapper à sa situation judiciaire. Et on le rappelle, il est empêtré dans 3 affaires de corruption. Et peut-être que les bombardements à Gaza sont une manière un peu d'éloigner sa situation, en tout cas son témoignage devant la justice. Et assurément, il a un avenir judiciaire, selon les observateurs d'ailleurs de Haaretz et beaucoup d'analystes politiques. Alors, selon vous, au fond, pourquoi Netanyahou s'entête-t-il à massacrer Gaza? Parce qu'il cherche à arracher une victoire. Il cherche tous les slogans qui étaient faits au premier jour de le 7 octobre, surtout toute la fabrication ou l'art de mensonge, qu'il y a des viols ou qu'il y a des enfants qui étaient coupés les têtes. Quand on regarde les statistiques de morts côté israélien, on trouve qu'il n'y a même pas 20 enfants étaient tués. Les 20 enfants qui étaient tués par le bombardement des avions Apache, aussi de l'artillerie et de la force d'occupation. Quand ils ont attaqué le combattant de Hamas n'avait pas la capacité de détruire des maisons. Quand on voit sur les accusations que les militants de Hamas, ils ont détruit des maisons, brûlé des maisons, ça c'est purement de mensonge. Et ça, tout le monde le sait, surtout côté l'opinion publique sioniste, et qu'ils savent que la moitié des Israéliens qui étaient morts le 7 octobre, c'était à cause de la force d'occupation et pour faire face aux combattants de Hamas. Et Netanyahou, il sait très bien que selon les derniers sondages, il y a 75% de l'opinion publique sioniste le demande de démissionner, surtout après la guerre. Il y en a certains qui le demandent de partir maintenant, mais il y a une majorité de sionistes et qui ne le fait pas confiance de continuer, surtout sur le niveau des responsables militaires. Ils ne sont pas d'accord avec lui, même s'il reçoit des ordres comme un pouvoir exécutif élu par des élections, mais il n'y a aucune confiance entre le niveau politique et le niveau militaire. Le seul point qu'ils se rencontrent tous, c'est de tuer les Palestiniens, c'est de faire face à la résistance palestinienne. C'est le seul point qu'ils se rencontrent, ils sont d'accord, mais ils ne sont pas d'accord sur le dossier de libérer leurs prisonniers entre les mains de la force de la résistance palestinienne, surtout que la règle qui les demande la résistance palestinienne, c'est un échange de tous les prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes, et cette base ne sont pas du tout d'accord. Et je pense qu'actuellement, il y a des négociations intensives, surtout que la majorité de l'opinion publique sioniste demande de régler d'abord les questions des prisonniers, et il demande d'avoir des signes de vie de ces prisonniers. Je pense qu'il y aura des négociations dans les jours à venir sur le sujet d'avoir un trêve humanitaire afin de libérer les restes des prisonniers entre les mains des Palestiniens. Mais en général, je pense qu'il n'y a aucun avenir à Netanyahou ni à son gouvernement d'extrême droite, mais il reste l'importance que cette guerre, si il y aura assez de pression, surtout des capacités ou les moyens qui ne sont pas du tout encore utilisés côté des régimes arabes, de faire des pressions pour arrêter ces massacres. À mon avis, les règles de jeu beaucoup changé par rapport à ce après 66 jours de combat, que la cause palestinienne peut-être pour avoir un chemin de trouver les minimums de droits politiques pour le peuple palestinien, au moins avoir un compromis, mais arracher une guerre ou écraser les habitants de Gaza, ça peut sauver Netanyahou de continuer à long terme dans ce gouvernement, au moins de le protéger dans tous ces problèmes judiciaires, surtout qu'il y aura une commission d'enquête par rapport à la défaite de 7 octobre,
aux défiances aussi de système ou de faute de gérer ce dossier. Et il y aura de lourdes décisions qui ne sont pas du tout Alors, M. Tchiab, favorables à Netanyahou, oui. Alors, M. Tchiab, justement, concernant la situation de génocide à Gaza, on sait les facteurs sont réunis pour le déterminer selon les dires et les propos de Gilles Devers, spécialiste du droit international. Et le mot de génocide a lui-même nourri des manifestations de par le monde. Plus de 400 aux États-Unis, c'est un record, c'est du jamais vu par rapport aux années précédentes. Une tribune du Wall Street Journal propose de se débarrasser du mot de génocide. Donc on sent que la résistance palestinienne est en train de faire des émules, non seulement au Moyen-Orient, mais ailleurs, même en Occident. Il y a beaucoup de fervents défenseurs de la cause palestinienne, ce qui n'était pas le cas lors des derniers conflits. C'est une victoire en soi. Tout à fait, c'est une victoire en soi parce que le prix qu'ils le payent les Européens, surtout les Occidentaux, c'est très élevé par rapport à la question palestinienne, surtout le soutien officiel de leur régime politique à la force d'occupation. Ils sont en train de sacrifier leur concept, leurs valeurs humanitaires pour soutenir une force coloniale, aussi une force qui fait de génocide et qui fait de crimes de guerre, qui fait de crimes contre l'humanité. Et selon le concept, selon les règles de droit international humanitaire, toutes les conventions qui étaient signées, et que l'Europe ou l'Occident n'arrêtent pas de répéter ça au monde, au tiers-monde en général, surtout au monde arabe, au monde musulman. En même temps, ils travaillent d'une façon complètement contradictoire par rapport à la protection d'un État qui se sent complètement hors le système judiciaire ou le droit international par rapport à toutes les crimes qui sont en train de commettre. Alors, Palestine, oui. M. Tchiab, comment vous voyez... C'est un sentiment de culpabilité. Ils ont un sentiment de culpabilité parce qu'ils pensent qu'ils sont en train de vendre leur âme juste pour protéger un État qui sort complètement de toutes ces règles, surtout de toutes ces valeurs, qui pensent qu'ils étaient en train de l'avoir ou étudier quand ils étaient aux écoles aussi, quand ils ont appris leur étude aux universités laïques. Alors, Amjad Chihab, je vous pose la question, comment vous voyez les prochains jours? Est-ce que vous entrevoyez une seconde trêve? Est-ce que, on sait, la guerre provoque des carnages, bien entendu, en Palestine, mais également provoque une paralysie de l'économie au sein même de l'entité sioniste, parce qu'on n'en parle pas peut-être assez, mais l'entité sioniste est en profonde crise systémique, non seulement politique, économique, et même au niveau militaire. L'entité sioniste le cache, mais on sait qu'ils sont dans un marasme historique. Donc, c'est une guerre forcément qui va trouver un échappatoire. Mais d'ici, dans le moyen terme, comment vous voyez les prochains jours? Quel est votre sentiment? Bon, je pense que c'est tout lié au terrain. Les combats au terrain, c'est à elle seule qui décide comment les choses vont se dérouler dans l'avenir, surtout dans le prochain jours. Et je pense qu'il y a une résistance qui va continuer, que le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou n'a pas beaucoup de choix devant lui de continuer dans un espoir d'arracher une victoire écrasante. Tout ça, et tout le monde le sait, ça sera pas très difficile, ça sera pas facile, ça va être trop difficile d'arracher une victoire, surtout malgré tous les moyens utilisés. On n'a pas vu, après 66 jours, qu'il y a des combattants qui décident de se rendre devant cette massacre. On l'a dit. On l'a dit, la résistance a fait montre d'une persévérance et d'une abnégation
à déjouer tous les paris de départ. Amjad Chehab, on arrive malheureusement à la fin de notre rendez-vous. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à Al-Quds. Je vous souhaite bon courage et surtout faites attention à vous par rapport aux conditions difficiles que traverse votre État. Et on vous dit à très vite. L'Échiquier international, pour ma part, arrive à sa fin. Merci d'avoir suivi tout de suite la suite des programmes sur Al24 News et je vous dis à samedi.